Bien, chers amis, on arrive dans la partie des conclusions. Comme vous savez, la conclusion se fera en deux temps. Les personnalités qui ont bien voulu nous aider dans cette affaire, et c'est évidemment le Dominique Carlac. Enfin, je vais vous le présenter très rapidement. Deuxième remarque, c'est un énorme succès, mais c'est lié au talent des uns et des autres, puisque il y a entre 130 000 et 140 000 vues depuis ce matin, donc pas mal, mieux que ce que on avait imaginé. Troisième sujet, comme il est tard, je voulais déjà en profiter pour remercier infiniment Radio France et Ouest France, que sans eux, rien n'aurait été possible sur la formule consacrée. Et surtout, chers amis, je voulais vous dire qu'on en a profité pour faire un cahier de 80 pages qui reprend le titre « A-t-on vraiment réindustrialisé la France ?» qui fait une petite centaine de pages et qu'on va distribuer vraiment partout, et notamment on va essayer de l'envoyer aux 130 000 personnes ou 140 000 personnes qui ont été partie prenante de cette journée. Donc avec des tas de conclusions. Donc je vous suggère, et puis je me tais et je reprends la parole pour la partie Sales Economist, je propose que Dominique Carlac, qui est vice-présidente du MEDEF, et qui est une femme remarquable, notamment aux 400 mètres, pas 400 mètres haies, 400 mètres, va nous donner un peu, démarre la conclusion. Puis François-Xavier Lefranc, qui est le directeur de la rédaction ou des rédactions d'Ouest France. Je dois me tromper dans le titre, mais ça veut dire qu'il est très important. Il est par ailleurs, il est top. Et il faut qu'il parte à 19h30 parce que il y a Monsieur Castex qui arrive à 20h. Et enfin, notre ami, l'ami du cercle, Vincent Giré, qui est directeur de l'information de Radio France, mais surtout directeur des sports. Et vous voyez le lien avec Dominique, puis c'est pour ça que l'une commence et l'autre termine cette première phase. Donc la parole est à Dominique, je me tais et je reprends la parole dans 15 minutes. Merci. Alors, premier sujet, il faut d'abord rappeler qu'une politique de réindustrialisation et de relocalisation doit concilier toujours des enjeux de compétitivité, des ambitions environnementales et des attentes sociétales. Alors, l'attente sociétale est forte. La mobilisation des entreprises sur un objectif donc de verdissement est incontournable et tout ceci doit constituer un véritable levier de compétitivité et d'attractivité pour notre pays. Alors de quoi parle-t-on en termes concrets? On parle de décarbonation, on parle de protection de la biodiversité, de circuits courts, de lutte contre l'obsolescence. Et une fois n'est pas coutume, il faut quand même rappeler que la France est un très bon élève en matière de croissance verte. Et plus généralement, d'ailleurs, l'Europe est un bon élève en matière de croissance verte. Alors, évidemment, vous rappelez qu'au MEDEF, on s'inscrit complètement dans cet objectif d'économie décarbonée et souveraine, que nous saluons les 30 milliards qui ont été consacrés à la transition écologique dans le plan de relance, parce que ça nécessite de la part des entreprises, il faut toujours le rappeler, un investissement massif. Alors, de facto, relocaliser, ça signifie donc baisser notre empreinte carbone. Il faut tout de suite déminer un peu le terrain. Pour les entreprises, il faut toutefois quand même que davantage verdir l'économie ne doit pas impliquer davantage de réglementation, de contrôle administratif ou de petites tracasseries qui pourraient nuire à notre compétitivité. Il faut également rappeler que les filières industrielles ont un rôle clé dans la mise en place des modèles de production, mais également de consommation, pour accompagner cette transition écologique. Rappelez également qu'à cet égard, on a, grâce au MEDEF, il y a 1 an et demi, signé un French Business Climate Pledge. On a pour ambition de faire signer 1000 entreprises qui sont engagées justement dans leur stratégie, dans ces stratégies donc de développement de produits et services bas carbone, de piloter leurs relations aux fournisseurs, leurs collaborateurs et les autres parties prenantes dans cette logique. Et puis rappelez également que aux côtés de l'État, dans ces plans de relance, l'entreprise est toujours co-investisseur. On parle beaucoup et on salue beaucoup les plans d'investissement et les plans de relance pour le verdissement, mais il faut toujours rappeler que l'investisseur en premier lieu reste l'entreprise. Alors dans cet état des lieux, il y aura quand même toujours à avoir en tête un paradoxe à résoudre, c'est que sur ces questions où les attentes donc sociétales et vis-à-vis des entreprises sont très fortes, l'expérience nous a quand même appris qu'il y a malheureusement un grand écart entre les positions de principe des uns et des autres, de la société dans son ensemble, et l'étape d'après qui est le consentement
à payer ou à accepter qu'une usine s'installe près de chez soi. Alors, pour arriver à l'objectif, il va falloir se donner les moyens d'une réindustrialisation soutenable. Pour ce faire, il y a deux choses. Il y a d'abord capitaliser les savoir-faire existants et les développer, et puis miser sur l'innovation. À nouveau, nous saluons les plans de relance, et notamment les plus de 3 milliards qui sont fléchés sur l'aide au développement de technologies vertes. Mais on a véritablement un point de vigilance à avoir tous en tête, c'est qu'il y aura, et il y a déjà une indisponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée qui va nécessiter d'une part un investissement massif dans les compétences pour accompagner ce verdissement et accélérer ces transitions. D'autre part, nécessité d'avoir bien en tête que quand on veut réindustrialiser et accélérer ces transitions, il faut avoir en tête que les métiers de service et notamment d'ingénierie doivent faire partie des politiques industrielles et pas simplement les industries manufacturières, et qu'il faut développer des alliances dans des logiques de filière pour aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'au bout du consommateur final. Et donc évidemment, à la question qui était posée pour conclure cette journée, réindustrialiser, ça passe évidemment par les territoires, et ça va passer par deux grands enjeux. D'abord, réduire un certain nombre de contradictions. Première contradiction, que la demande grandisse autant que la production, parce que l'on produit mieux là où on consomme mieux, que les services donc soient bien pris en considération dans les nouvelles politiques industrielles, que la formation et l'innovation permettent d'atteindre collectivement cette soutenabilité, et que le travail portant sur la réindustrialisation des produits fabriqués en France et dans nos territoires s'accompagne aussi d'une volonté de développer les procédés. Parce que ça serait dommage de créer une usine en dehors de notre pays, qu'on importe les machines et que nous soyons juste des producteurs de produits et que les machines finalement soient fabriquées ailleurs, en particulier dans la zone exclusivement alémanique. Dernier élément, et j'en conclurai, relocaliser, c'est bien évidemment relocaliser en économie territoriale, avec la mise en place de bonnes pratiques de sourcing des composants en circuit court, en circuit territorial, avec également mise en place de bonnes pratiques d'exemplarité, d'incitativité de la commande publique, qui de ce fait, si on raisonne local, sur l'approvisionnement et sur l'incitativité de la consommation, permettront de sécuriser les approvisionnements qui vont intégrer du coup des critères de développement durable, de RSE, de criticité de produits qui doivent nécessairement, dans une économie souveraine, être fabriqués dans notre pays, dans notre continent et dans nos territoires, qui permettront une incitation à la consommation. Et je dirais que ma conclusion finale, c'est que réindustrialiser et relocaliser en conciliant enjeux de compétitivité et de développement durable, c'est possible à toutes ces conditions. Bien, oui, Monsieur Lefranc, François-Xavier. Écoutez, bonsoir. Alors bonsoir à toutes et à tous. L'industrie, nous on en parle tous les jours parce que je rappelle une évidence, mais il faut quand même s'en souvenir. Sans l'industrie, il n'y aurait pas les journaux, il n'y aurait pas la presse. Et nous avons à Ouest France un outil industriel très dynamique qui nous permet d'imprimer tous les jours plusieurs quotidiens, plusieurs éditions. Et il était bon, je crois, de le rappeler aujourd'hui. Alors la question entre le lien entre l'industrie et le territoire, c'est une question centrale. Ça a été beaucoup dit aujourd'hui tout au long de la journée. Et on sait comment un tissu industriel équilibré sur un territoire fait son dynamisme en fait par les emplois qu'il crée, par l'activité économique qu'il génère. Et on a vu parfois en France, quand on regarde ces 50 dernières années, comment tout ça est vrai. En 50 ans, ça a été dit, la part de l'industrie dans la richesse produite, elle a diminué à peu près de moitié. Parfois, il faut le dire aussi, l'industrie, elle s'est un peu fait mal toute seule quand des grands groupes ont, comme ça, du jour au lendemain, décidé de fermer sur des territoires, des sites, et puis de partir comme si de rien n'était, et comme si le territoire et les gens qui y vivaient n'avaient pas d'importance. Et puis à l'inverse, on voit des milliers de belles réussites industrielles, et alors dans l'Ouest, en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, il y en a énormément, en Bretagne notamment, mais dans les deux autres régions aussi. On voit des très belles histoires d'industries nées sur un territoire, développées sur un territoire, et qui ont
finalement grandi avec les gens de ce territoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner du souffle à l'industrie? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que peuvent faire les médias? Parce que moi, je crois qu'on a un rôle important dans l'affaire. Il faut évidemment développer l'information économique. Il faut parler de ce que font les entreprises. Il y a énormément de sujets autour de la vie des entreprises, autour de la vie des gens qui vivent dans les entreprises et qui sont des sujets passionnants, des sujets attendus. Comment intéresser les jeunes à l'industrie? Mais je crois que il faut d'abord que l'industrie s'ouvre encore plus. Elle le fait, elle fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est aussi très important que nous, les médias, nous parlions des métiers de l'industrie. Nous parlions aux jeunes des formations. Nous parlions de l'apprentissage. Nous parlions de la grande diversité qu'il y a dans les métiers de l'industrie et que nous soyons aussi capables de montrer, ça a été rappelé tout à l'heure, notamment par Monsieur Le Drian, que l'industrie, c'est aussi un monde d'innovation. Il y a énormément d'industries aujourd'hui qui sont en pleine transformation et les métiers qui sont proposés sont des métiers qui sont vraiment portés par l'innovation. Donc c'est pour nous un enjeu essentiel et c'est pour ça que Ouest France a été très heureux de participer à la réussite de cette journée parce que le sujet est important et on va continuer, nous, à le suivre de très près en faisant notre travail d'information. Vincent? Vincent. Bonsoir à vous tous. Merci Jean-Hervé. Je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de dire bien évidemment François-Xavier. Moi je ne veux pas réintervenir, rajouter des choses au débat industriel. Il y a eu des choses tout à fait passionnantes, des témoignages. Cette journée en fait a créé du lien. Elle a créé du lien entre les gens qui sont dans l'innovation, des entrepreneurs, des acteurs de l'emploi, de l'innovation, des gens qui ont du capital, des questions de problématiques de capital humain aussi ont été très présentes, et c'est tout à fait réjouissant. C'est une journée qui est tout à fait emblématique de ce que on est fier de favoriser, de pousser avec le cercle des économistes. C'est un débat ouvert, un débat public, un débat civilisé, j'allais dire. Il y a de moins en moins d'espace en ce moment dans le paysage médiatique pour du débat où les gens prennent leur temps, s'écoutent, dialoguent, n'arrivent pas avec des points de vue tout ficelés, ne viennent pas pour s'affronter, mais viennent essayer de débattre pour faire des choses, pour pointer des contradictions, bien évidemment, mais le faire aussi dans un esprit pluraliste, avec la société civile, et où différentes sensibilités s'expriment. Et nous l'avons fait en accueillant les rencontres économiques qui ne pouvaient pas se tenir à Aix, mais à Radio France en juillet dernier. Nous avons fait une première étape ensuite sur la jeunesse à Toulouse, et nous parlons aujourd'hui de l'industrie à Rennes, et puis nous parlerons bientôt des sujets de technologie à Paris, avant peut-être de repartir en région. Je crois que c'est extrêmement important, et Radio France y est très attachée, de développer les espaces de débat autour de la question économique. On est dans une situation, la France l'est, avec d'autres pays, d'autres démocraties, dans une situation extrêmement fragile, très pénalisée par cette pandémie, très fragilisée encore plus peut-être par cette pandémie. Et on voit bien qu'on a un sujet de résilience, de rebond, qu'il faut préparer, entretenir, pour ne pas sombrer dans une déprime collective. Le moral du pays est atteint, le moral de la société et des Français est atteint. Et je crois qu'il est important de se projeter dans le monde d'après, ce qui ne veut pas dire que tout va changer, mais simplement il y a une opportunité, il y a une nécessité de repenser un certain nombre de choses, de corriger les trajectoires, de faire quelque chose de cette crise sanitaire et économique que nous subissons depuis plusieurs mois. Voilà, et en ce sens-là, les antennes de Radio France, France Info, France Inter, France Bleu, France Culture ont relayé ou participé à cet événement, et je m'en réjouis. Je pense que c'est comme François-Xavier, notre partenaire de Ouest France, l'a souligné, la place de l'économie est tout à fait centrale dans cette affaire-là. Je crois qu'il y a beaucoup de travail, et les antennes de Radio France s'exercent à le faire, pour expliquer, raconter, témoigner, faire témoigner aussi des gens qui sont partie prenante dans l'innovation, dans toutes les grandes questions aujourd'hui. Je crois que ces choses-là doivent se faire de manière ouverte, horizontale, participative. Et cette journée, à l'esprit de cette journée, à l'image de cette journée, et je me réjouis qu'elle ait rencontré autant de succès et qu'autant de gens se soient connectés. C'est de très bon augure aussi pour la suite. Bravo à tous, et j'ai beaucoup appris dans cette journée, et encore une fois, nous avons été très heureux d'y participer et d'ajouter notre petite pierre à l'édifice. Bien, merci beaucoup. On va passer à la toute dernière partie de la conclusion, c'est-à-dire celle où
3 membres du cercle des économistes, Emmanuel Auriol, Patrice Geoffron et votre serviteur vont essayer de conclure à leur manière. On s'est réparti le travail, comme on fait toujours au cercle des économistes. Moi, j'ai 5 mots que je voudrais, qui je crois résument assez bien tout ce que j'ai entendu dans la journée. Emmanuel, elle, va traiter du tissu industriel, des ETI et de la recherche. Et Patrice va prendre une filière qu'il connaît particulièrement bien, une parmi les nombreuses qu'il connaît bien, qui est celle de l'énergie. Alors, les 5 mots, pour aller vite, je vous les donne, c'est les mots d'évidence, de séparation, de projet, de choix et de culturel. Évidence, c'est d'abord le fait que, contrairement aux idées souvent trop répandues, trop rapidement répandues, la désindustrialisation française serait liée au coût, donc qui est évidemment une partie du problème. Puis on a parlé de qualification, c'est évidemment un problème de culturel. Nous avons décidé il y a 20 ou 25 ans que nous étions certes encore une puissance industrielle, mais que les services, le tourisme, enfin tout ceci pouvait servir de base pour l'avenir. Et ça a été une sorte d'accord général avec un autre membre du cercle avec qui on avait écrit un rapport pour le Conseil des économiques. On avait appelé ça la tentation de Londres. Londres avait décidé de devenir purement une cité financière et au fond progressivement abandonner l'industrie. Donc c'est un peu ce choix-là. Deuxième aspect, toujours dans les évidences, la relocalisation, c'est très important psychologiquement. Le Made in France, c'est très important, mais dans les faits, l'importance quantitative, c'est la réindustrialisation, c'est-à-dire la création à partir de secteurs d'activité qui sont déjà un peu développés, mais qu'on va renforcer, dont on va renforcer la force et l'importance, et c'est ça sur lequel il faut mettre l'accent. C'est ce qu'on avait d'ailleurs dit, je le dis tout à l'heure à propos de ce rapport que nous avions écrit avec Lionel Fontanier, on le disait, c'était il y a en 2005. Et donc, vieille idée. Deuxième mot, le mot séparation, fondamental. Il doit y avoir un rôle précis donné à l'État. L'État, c'est lui qui donne les grandes orientations, c'est lui qui canalise l'épargne privée, la nôtre, l'assurance vie, le livret A, tout ça vers l'investissement en permettant que ces lieux, donc vraisemblablement comme il envisage de le faire d'ailleurs en garantissant quelque peu c'est la rentabilité, les investissements parce que les gens n'aiment pas beaucoup prendre de risques. Il joue un rôle majeur pour la recherche et là l'obligation c'est de passer de nos 2,2% malheureux qui font que finalement on n'est pas bon pour sortir des vaccins à 3% comme le font la plupart des grands pays et nos grands pays européens. Et le plus bel exemple c'est la Suède, mais l'Allemagne est aussi très largement au-dessus de nous. Et puis il y a les écosystèmes. Les écosystèmes, ce sont les territoires. Monsieur Le Drian en a parlé tout à l'heure, mais c'est évident, c'est là où les choix doivent être faits. Et moi, j'y rajoute un élément clé dans cette affaire, ce sont les pôles de compétitivité. Quand on regarde la carte des je sais plus combien il y en a, une soixantaine ou 70 pôles de compétitivité, ils recouvrent la géographie industrielle de notre pays. Ils couvrent des tas de domaines qui sont du plus important, qui sont la microélectronique jusqu'à la porcelaine à Limoges. C'est très important, c'est parti de ça, les territoires et les pôles de compétitivité, qu'on va relancer notre affaire. Le troisième mot, c'est le mot de projet. Il porte beaucoup j'allais dire, le mot européen. Nous avons la chance d'avoir Thierry Breton, qui est un vrai industriel, qui porte finalement les grands projets industriels européens. Il faut donc, derrière ça, qu'on pousse ce qu'on appelle, alors on le redit chaque fois, la DARPA, la BARDA, ce sont ce que les Américains font quand ils décident de mettre un paquet sur des domaines, l'intelligence artificielle, sur les vaccins, ça a pris le mot de WARP, et ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent dans ces domaines-là, et c'est comme ça que ils ont finalement réussi en utilisant aussi le soutien parfois de petits centres de recherche, mais ils ont réussi à être absolument leaders sur ce domaine-là. Donc c'est l'idée que il nous faut aider cette affaire, et puis il faut qu'on se protège, et c'est le Buy European Act
qui est le symétrique du Buy American Act, c'est-à-dire qu'on privilégie ce qui est produit en France, en Europe, dans les achats publics, et donc on fait très très attention à ça. Le quatrième mot, c'est le mot choix. Où est-ce qu'on va réinvestir? Où est-ce qu'on va réindustrialiser? En fait, on va réindustrialiser sur des critères assez simples. Il y a des tas d'endroits en France où il y a déjà des bases pour relancer de l'activité. C'est vrai pour la robotique, c'est vrai pour l'imagerie médicale, c'est vrai pour les industries de la mer, etc., etc., etc. Pour tout ce qu'on peut imaginer. C'est vrai pour les télécoms. L'Ouest souffre aujourd'hui au fond, de malheureuses décisions qui ont été prises en matière de télécommunications, mais la 5G, la 6G, ça permet de revenir sur le territoire et de relancer les opérations. Et donc, il faut prendre des domaines qui sont des domaines qui ont une très forte, un très fort support en matière de recherche et de technologie. Donc, c'est souvent dans les écoles d'université que ça se trouve, et dans les centres de recherche, évidemment. Deuxième aspect, il faut qu'il y ait des marchés, soit publics, soit des marchés français, européens, assez facilement accessibles. Troisième aspect, il faut absolument qu'il y ait une base et qu'il suffit de regarder ce qu'il y a dans tous nos pôles de compétitivité et vous constaterez que l'on peut, au fond, assez largement trouver de quoi relancer, prendre des activités qui sont encore petites, arriver à les développer, mais là je suis en train de mordre sur les réflexions de mon ami et camarade Emmanuel Auriol sur les ETI. Et puis le dernier mot, c'est le mot de culturel. On a eu la chance d'avoir Ouest France. On a eu la chance d'avoir Radio France et notamment France Info, formidable. Et c'est vrai que la culture scientifique et technologique d'un pays, c'est très largement relayé par les médias, c'est très largement relayé par des chaînes de diffusion ou des émissions particulières, ou radio ou télévision. C'est très largement relayé par le fait qu'on booste la culture scientifique dans dans l'ensemble de toutes les strates de l'éducation nationale, à l'école, à l'université, partout dans les domaines où on forme et on qualifie les gens, remettre la science et la technologie au cœur de notre réflexion. Si ces 5 mots arrivent à bien, regrouper les discussions et les débats que nous avons pu avoir tout au long de la journée, je serai très heureux parce qu'ils recouvrent très profondément ce que je crois le cercle économiste et par ma modeste voix, donc les 30 membres du cercle pensent sur ces domaines-là et je cède la parole à Emmanuel Auriol. Oui, bonsoir à tous et à toutes. C'est un bonheur d'être là ce soir avec mes camarades du cercle. C'est toujours très stimulant, y compris pour les membres, enfin en tout cas pour moi. Et donc, pour conclure cette soirée sur les problèmes de réindustrialisation. Alors moi, j'aime pas beaucoup le terme réindustrialisation parce que je trouve que ça porte à confusion. On imagine une usine de textile dans le Nord. Voilà, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Personne ne veut renvoyer les Français dans les champs. On parle pas de remettre tout le monde à l'agriculture. On veut pas renvoyer les Français non plus travailler sur des chaînes de production. Il s'agit en fait de créer l'industrie du futur. Ça a été dit à plusieurs reprises et il y a des bonnes raisons à cela. La première étant que ce sont celles-ci qui ont une très forte valeur ajoutée. Je prendrai un exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de l'iPhone. Les iPhones sont produits de manière industrielle en Chine. Apple, qui ne fait que la recherche et développement et les opérations de marketing, donc les deux bouts de la chaîne de production et de distribution, engrange 58% des profits, les Chinois 6%. Donc on voit bien que le problème, c'est pas avoir des usines pour avoir des usines. Le problème, c'est d'avoir des usines à forte valeur ajoutée. Et donc, où est-ce qu'on va trouver ces usines à forte valeur ajoutée? Évidemment, c'est dans les domaines, à mon avis, plus de l'innovation. Hein. C'est quand là où la France, évidemment, a une carte à jouer. Et donc, ça demande tout un tas d'environnements. Et là, il faut regarder un peu plus dans le détail. Qui est-ce qui innove? Qui est-ce qui est dynamique en termes d'entreprise? Eh bien, il y a une catégorie d'entreprises qui est très importante, c'est ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et malheureusement, dans notre pays, en particulier quand on compare à nos voisins européens,
on a un très fort déficit de ces entreprises-là. Donc juste pour donner un chiffre, hein, je ne veux pas vous abrutir avec ça, mais on a 5400 entreprises de taille intermédiaire en France. En comparaison, l'Allemagne en a 12 500, le Royaume-Uni 10 500 et l'Italie 8 000. Donc on voit bien qu'on est plutôt à la moitié, dans le meilleur des cas, hein, de ce que nos voisins ont pu réussir en la matière. Alors pourquoi c'est important? Mais parce que ces entreprises-là, elles ont une taille suffisante pour innover. De fait, et c'est un point à remarquer, elles sont très peu aidées comparativement aux entreprises de petite taille et aux entreprises de très grande taille par l'État, mais néanmoins, elles investissent un quart de tout l'investissement en recherche et développement en France. Donc ces entreprises qui investissent, qui innovent, qui, quand elles sont innovantes, exportent beaucoup, et il nous en manque cruellement. Voilà. Alors là, les raisons de ce trou, hein, dans notre structure industrielle, elles sont multiples, et certains de ces points-là ont été réglés. En particulier, le coût du travail était trop élevé, mais il y a eu des réformes qui fait qu'on est beaucoup plus compétitif à ce niveau-là. Un autre problème, c'est, et ça aussi, on passe d'être réglé, mais c'était l'accès au crédit de ces entreprises. On a besoin, quand on est un chef d'entreprise, d'accéder à des financements, hein, pour être innovant. Et du fait de la réglementation en France des faillites, les banques étaient très prudentes en matière de prêts, donc c'était plutôt des prêteurs sur gage que vraiment des intermédiaires financiers. Et c'est pas parce que les banques françaises sont stupides, c'est parce que, au contraire, leurs droits n'étaient pas garantis. Donc quand on compare la situation de la France, là encore, avec nos voisins, les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, mais aussi la Belgique, le Portugal, ont depuis maintenant plus de 10 ans, et certains plus de 20 ans, supprimé le droit de passer en premier de l'administration fiscale, par exemple. Et donc les banques récupèrent leur mise de manière raisonnable quand ils ont prêté de l'argent aux entreprises qui font faillite. C'est pas le cas en France, et donc ça, c'est un frein, évidemment, à la capacité de ces entreprises à s'endetter, qui est absolument vital pour financer des projets d'envergure. Si on ajoute à ça qu'elles ont moins de soutien public que les autres entreprises, ça fait beaucoup de freins pour se développer. Donc, il me semble que une politique, voilà, industrielle ambitieuse, et je pense qu'on en a tous, on est tous convaincus de la nécessité de faire ça, doit donc d'abord s'attacher à comprendre les verrous qui empêchent nos entreprises de grandir en taille, et ensuite, évidemment, et ça a été souligné auparavant, on doit s'efforcer aussi de créer un personnel qui est qualifié, puisque ces entreprises, hein, si on veut tirer notre part du gâteau de l'industrialisation en France, il faut avoir des industries à haute technologie, à haut rendement et à haute valeur ajoutée. Ça demande un personnel compétent. Et là aussi, il y a énormément de choses à revoir. Ça a été rappelé par Jean Hervé, en particulier en termes d'éducation. Nos jeunes, hein, on a 1 million de jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation. On est les derniers en maths dans les classements internationaux, et on est très mal classé dans PISA. Il y a un gros souci sur la formation en France, en particulier des gens qui pourraient travailler dans l'industrie. L'apprentissage fait partie des solutions, mais je crois aussi qu'il va falloir faire un effort sur la formation de base, et en particulier essayer dans ce contexte-là de favoriser l'esprit d'entreprise et d'expérimentation. Voilà, donc je voudrais terminer en disant que pour moi, les soucis qu'on a eus, notamment en matière d'approvisionnement de masques, qui sont régulièrement mis en avant pour justifier une réindustrialisation, souvent entendue un peu à la papa, je crois que c'est pas un très bon argument, hein. On a manqué de masques parce que la demande a été multipliée par 1 million. Si la demande de lait est multipliée par 1 million, on manquera de lait demain en France. Et on en produit. Par contre, il y a des exemples qui ont été évoqués par Monsieur Le Drian, notamment d'une entreprise qui faisait des couches, qui s'est mis à faire des masques. On a le même genre d'expérience à Toulouse. On a une entreprise qui fabriquait des rivets. Ce sont des objets de très haute technologie, et ils viennent de racheter une entreprise pour fabriquer du Melblow, c'est ce qui constitue les filtres des masques. Je crois beaucoup, moi, à cette résilience-là, et des entreprises de haute technologie capables d'être versatiles quand la demande se présente.
Voilà, donc je terminerai sur ces paroles d'optimisme et en même temps, donc, concentrons-nous sur les détails. Merci. Et pour terminer, Patrice. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'avoir la possibilité de débriefer avec vous, d'avoir le privilège de reprendre la parole après avoir participé à une des tables rondes de milieu de journée, de partager avec vous quelques éléments de conclusion sur ce que m'a inspiré cette journée. Alors, comme le disait Vincent Giré tout à l'heure, j'ai appris également beaucoup de choses, donc j'ai pas perdu mon temps et j'en retiens quelques idées sur cette problématique de la réindustrialisation. Et la première observation que j'aimerais partager avec vous, c'est finalement le projet de société au service duquel est mise cette réindustrialisation. Et ça a été dit notamment par mes camarades auparavant, il ne s'agit pas d'imaginer que l'avenir de la France passe nécessairement et mécaniquement par le fait de parvenir à des investissements qui sont des investissements lourds, qui ressemblent à ceux qui peuplaient le paysage de la France au XXe siècle. Donc on doit être en mesure de se projeter dans des formes industrielles nouvelles et soumises à un cahier des charges tout à fait spécifique. Si cette question s'était posée au XXe siècle, eh bien on aurait mesuré les bénéfices d'une industrialisation ou d'une réindustrialisation en termes de valeur ajoutée, d'emploi, de brevets probablement. Il se trouve qu'on sort d'une décennie qui a été particulièrement difficile économiquement, hein, puisque la dette française, avant la crise des subprimes, était de 60% du PIB. Elle aura très probablement doublé, voire plus, au sortir de la crise Covid. Donc on est conduit à s'interroger sur la manière dont des projets de réindustrialisation sont susceptibles de mieux nous préparer aux crises suivantes, c'est-à-dire à la fois de créer de la prospérité, mais de parvenir à stabiliser cette prospérité au fil du temps. Et c'est la question de la résilience qui a été évoquée tout au long de la journée. Alors il se trouve qu'en Europe, on a la chance finalement, dans cette optique qui est évidemment pas très simple, d'avoir un projet collectif qui est celui de viser la neutralité carbone en 2050. Donc historiquement, on a été au XIXe siècle la première partie du monde à inventer le modèle de création de richesse très carboné. On en a tiré bénéfice absolument extraordinaire. Et bien l'objectif que se sont fixés les Européens au XXIe siècle, c'est d'être la première partie du monde à être décarbonée, ce qui est une ambition absolument extraordinaire. Nous en sommes loin à l'heure actuelle et il y a d'ores et déjà entre maintenant et 2030, c'est-à-dire demain, des objectifs qui sont très élevés, supérieurs à 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors la première observation qu'on peut faire, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre notre part de la manière de sauver le monde. Il y a des objectifs très très prosaïques derrière tout ça. L'Europe est en train de s'appauvrir pour ce qui est des ressources fossiles. On importe bon an mal an à peu près 1 milliard d'euros par jour de produits pétroliers et gaziers. Donc on a encore une fois un intérêt à essayer de transformer ce qui est une sorte de finalement de facture annuelle qui est très lourde et dont on ne mesure pas le niveau. Selon le prix du pétrole, elle peut doubler d'une année à l'autre. Donc il y a une rationalité évidemment à essayer de sortir de ce modèle, encore une fois, pour un continent qui a épuisé ses réserves dans ce domaine. Par ailleurs, il y a évidemment des considérations environnementales qui sont liées au changement climatique, mais qui sont liées à des problématiques très très locales avec un effet sanitaire qui s'observe ici et maintenant. C'est en particulier la question de la qualité de l'air. On le dit trop peu, qui tue chaque année en mettant en dehors de tout cela une année de type Covid évidemment, mais qui tue 400 000 Européens et 50 000 Français. Donc voilà, manière de dire qu'on a si on considère ces paramètres qui sont évidemment des paramètres de résilience, en réduisant la dépendance de des pays qui exportent vers nous des produits pétroliers et gaziers, on a tout intérêt, si on considère encore une fois ce cahier des charges, qui est à la fois un cahier des charges économique, mais également environnemental et sanitaire, à aller dans cette direction. Alors on a d'autant plus intérêt que nous sommes dans un monde dans lequel des entreprises, et certaines très inattendues, se sont fixées le même objectif. Vous avez peut-être observé qu'au cours des 2 dernières années, des majors pétrolières ont engagement d'être neutres carbone en 2050. C'est le cas de BP, c'est le cas de Total. Et c'est le cas également de beaucoup d'entreprises qu'on va
qualifier de first mover, d'entreprise pionnière dans beaucoup de secteurs. On observe par exemple que c'est le cas pour les GAFA et d'autres opérateurs du monde des TIC. Ça a été le cas d'Orange qui a fait partie de la table ronde de cet après-midi, et donc Orange est engagé à être neutre en carbone en 2040. Et à partir de là, la question devient, est-ce que ce projet européen, ce projet de décarbonation peut devenir un projet d'attractivité, d'investissement industriel? Alors on a beaucoup d'arguments qui permettent d'aller dans ce sens, notamment nous Français, avec d'ores et déjà une électricité qui est très largement décarbonée. Donc la question peut être de savoir dans quelle mesure ce facteur peut constituer pour ces entreprises qui elles-mêmes se sont engagées à se décarboner un facteur d'orientation d'investissement industriel, plutôt en Europe et plus singulièrement encore en France qu'ailleurs de par le monde, parce qu'elles vont avoir la garantie d'accéder donc à des systèmes énergétiques qui de plus en plus vont être décarbonés, mais également, et c'est un enjeu, à des chaînes logistiques qui, des ports jusqu'au dernier kilomètre dans les villes, vont être décarbonés. Et puis, évidemment, tout ça va supposer de gagner très considérablement en efficacité, en coordination. Donc, ça veut dire que ça va impliquer des technologies qui ont été évoquées aujourd'hui, dont la Bretagne est très dense, qui procède de l'IoT, de l'intelligence artificielle. Et puis au fil de la journée, ça a été évoqué par Thierry Breton en ouverture, sont apparues également d'autres problématiques qui sont que, au travers de ce projet, on voit apparaître des nécessités qu'on avait un peu perdues de vue, notamment des nécessités minières. Thierry Breton a cité la problématique des batteries et les enjeux et les ambitions européennes tout à fait légitimes dans ce domaine, mais qui vont supposer de pouvoir s'approvisionner dans des matériaux critiques, le lithium par exemple, et Thierry Breton nous disait que l'Europe peut avoir comme ambition, à la condition évidemment de se remettre à envisager d'exploiter des mines, pourrait imaginer d'être autonome en lithium en 2025. Et lorsqu'on tire ce fil, eh bien on voit apparaître d'autres secteurs d'activité, pas nécessairement des secteurs qui procèdent de l'industrie, qui pourraient s'agglomérer finalement à cette société. Ça peut être du tourisme environnemental, ça peut être également dans le domaine de l'agriculture, des productions telles, je ne sais pas, le colza, qui peut à la fois permettre de produire des biocarburants, s'insérer dans des projets industriels de chimie verte, également produire des protéines animales qui vont venir en substitution avec du soja qui pourrait nous venir, par exemple, c'est le cas à l'heure actuelle du Brésil. Donc ce projet de société, il me paraît tout à fait intéressant. Encore une fois, si on doit se donner une boussole, évidemment, qui est extrêmement ambitieuse, hein, encore une fois, compte tenu de la rupture avec ce modèle de création de richesse dans lequel nous vivons depuis 2 siècles maintenant. Et ce qui me paraît intéressant, ce seront mes derniers mots, c'est d'imaginer à quel point ce projet de réindustrialisation et puis d'imbrication, évidemment, d'industrie et de services, et Lionel Fontanier nous a dit également en ouverture à quel point il était très très compliqué de détourer précisément où commence et où s'arrête l'industrie. C'est la question des écosystèmes. Il faut imaginer que ce projet de réindustrialisation peut être également un grand projet d'exportation, parce qu'évidemment la capacité notamment à intégrer dans les villes, hein, le monde est en train de s'urbaniser. Depuis 2006, il y a plus d'un humain sur 2 au niveau mondial qui vit dans des villes, et on va au milieu de ce siècle vers 70, peut-être 80%. La capacité à intégrer l'ensemble de ces services, des services d'une société décarbonée et d'une société à l'intérieur desquelles à la fois les chocs environnementaux et les chocs sanitaires seront amoindris du fait de cette résilience, c'est également un grand projet d'exportation. Je terminerai simplement en citant 2 entreprises qui sont à l'avant-scène à l'heure actuelle, Suez et Veolia, et dont on dit trop peu au travers de cette bataille boursière qu'elles sont de très loin aujourd'hui les 2 premières entreprises de la gestion de l'eau et des déchets et d'un certain nombre d'autres services, et très très loin devant les entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence. Voilà ce qui préfigure peut-être ce modèle européen et français que j'appelle de mes voeux. Et merci Patrice. Merci beaucoup, merci Patrice. C'était tout ça. Cette journée était absolument formidable. Merci à Ouest France, merci à Radio France et à France Info. Et puis alors je vous rappelle, ce cahier est déjà sur le site. C'est le site du service d'économie, qui est à votre disposition.
Et nous, notre job à nous, le Science Economist, et à travers toutes ces journées, c'est de lancer les débats dans le pays, partout, parce que c'est comme ça que on va rebondir. Je vous souhaite une bonne soirée et à notre prochain rendez-vous qui aura lieu sur les problèmes de technologie dans un mois ou deux. Bonne soirée, puis bonne nuit.